Si vous voulez suivre tous mes vidéos, vous êtes mieux de vous préparer à des surprises. Parce que la perspective que je vais vous donner, vous ne la connaissez pas et c'est impossible de la connaître seulement à partir de notre cerveau, de notre esprit. C'est une perspective qui ne se comprend que du point de vue de la conscience. Et personnellement, j'ai pratiqué beaucoup. Je me suis entraîné avec des maîtres à atteindre ce niveau de mon être qui est ma conscience. Et c'est de ce point de vue-là seulement que j'ai pu découvrir ce que je vous partage aujourd'hui. Si vous me permettez, je peux prendre une petite analogie pour que vous compreniez ce que je veux dire. Imaginez-vous qu'un poisson peut penser, puis il passe sa vie dans un aquarium. Alors, si le poisson peut penser, ce que son petit cerveau va lui donner à voir, c'est l'aquarium, l'intérieur de l'aquarium. Alors, le petit poisson, avec son cerveau, imaginons qu'il y en a un capable de comprendre ça, bien, il va croire que l'univers, c'est un aquarium. Maintenant, si vous prenez l'aquarium, puis vous le faites flotter à la surface de l'océan, et puis une fois, deux fois, trois fois, le petit poisson saute en dehors de l'eau et aperçoit l'océan. Alors, au début, peut-être qu'il est surpris, mais une fois qu'il a sauté plusieurs fois, il va s'apercevoir que l'océan puis l'eau dans l'aquarium, c'est la même chose. Alors là, sa vision du monde va changer complètement et il va s'apercevoir, bien, l'univers, c'est pas juste un aquarium, c'est un océan, c'est infini. Alors c'est la même chose pour les êtres qui s'éveillent à la conscience. Ils passent leur vie dans leur cerveau, qui leur donne des informations sur le monde, la réalité autour d'eux, mais toutes les informations que le cerveau nous donne, c'est juste l'équivalent d'un petit aquarium. Et pour sauter en dehors de notre cerveau, comme le poisson, ben, il faut un maître qui nous enseigne comment on fait pour tomber dans l'océan ou voir l'océan de la conscience. Parce que la conscience, comme un océan, c'est infini, ça n'a pas de limite. Alors, et c'est comme ça qu'il y a certains êtres humains qui sont sortis de l'aquarium du cerveau et puis qui ont vu la réalité à partir de leur conscience. C'est ce point de vue-là que je vais vous partager dans mes vidéos. Mais comme je suis un thérapeute conjugal et familial, ma profession, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de partager la vision que ça donne du couple, de l'amour romantique. Il y a plein d'autres personnes comme Eckhart Tolle ou Sadhguru, Bodhi, des gens qui sont sur le YouTube et comme le Dalai Lama qui vont vous parler de la pleine conscience, Mathieu Ricard, etc. Et puis des traditions japonaises, indiennes, tibétaines, vietnamiennes comme Thich Nhat Hanh qui vont vous parler de la pleine conscience. Alors, ils sont beaucoup mieux placés que moi pour vous parler de ça. Alors, moi, ma contribution, ça va être d'appliquer ça à la réalité de l'amour romantique, parce que c'est mon métier, et puis j'ai voulu faire une contribution pour aider les couples à se comprendre dans leurs espoirs de vivre un amour romantique qui les rend heureux pendant longtemps. Alors, voilà le point de vue que je vais présenter. Donc, ce n'est pas un point de vue habituel, ce n'est pas un point de vue que je ne suis pas au courant que personne d'autre. En tout cas, il y a un livre décrit là-dessus aux États-Unis, il y a un autre, un maître de la Nouvelle-Zélande qui a écrit sur l'amour selon cette perspective-là, mais dans le milieu francophone, je ne connais pas personne qui a abouti à cette perspective-là. Ici au Québec, il y a le grand psychologue Guy Corneau, vers la fin de sa vie, je crois, est sorti de l'aquarium. Alors, il a découvert la pleine conscience et puis il s'est dit
comment ça se fait que j'avais pas vu ça avant? Il dit, j'ai vécu toute ma vie pour essayer de chercher le bonheur et puis la clé du bonheur chez l'être humain. Et puis, c'est dans un instant d'illumination qu'il a découvert la pleine conscience, mais malheureusement, je pense qu'il est décédé peu de temps après et il n'a pas pu développer ça. Donc, pour juste vous donner un petit exemple de ce que ça peut donner, cette perspective-là, sur le couple, je vais parler d'un exemple que j'ai abordé en thérapie avec un couple. Alors, c'est un couple, ils sont dans le début quarantaine, ils ont 2 adolescents, ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont ensemble. Et puis, comme bien d'autres couples, ils se disent comment ça se fait qu'on est rendu là. On n'est plus capable de se détendre l'un avec l'autre. On est toujours en train d'argumenter, on est en train de se reprocher des choses, et puis on est frustré parce que ce que l'un et l'autre fait ou ne fait pas. Et puis on n'arrive plus du tout à avoir du plaisir à être ensemble. Là, ça, c'est parti. Et puis on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils m'ont demandé de l'aide. Bon. Alors, moi, je suis parti d'un exemple qu'ils m'ont donné. Donnez-moi un exemple de frustration. Alors, la conjointe me donne l'exemple suivant. Elle dit, ce qui arrive souvent, c'est juste un exemple, elle dit, moi je fais le lavage, puis je fais sécher le linge, puis après ça, je mets ça dans un panier à linge, et puis je le mets dans le milieu de la place, et puis là, je demande à mon conjoint, bon, je fais le lavage, j'ai fait sécher, pourrais-tu plier le linge? Alors, elle me dit, j'arrive le soir de travailler, lui il travaille de la maison, et puis le linge n'est pas plié. Puis c'est toujours comme ça. Moi j'ai des priorités, il faut faire ci, il faut faire ça, je te demande de faire ci, je te demande de faire ça, et puis lui il le fait jamais. Alors elle dit, à la longue, moi ça me frustre, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout dans la maison pour les autres, puis quand je demande la contribution pour m'aider, je ne l'ai pas. Alors, c'est un exemple où elle a accumulé beaucoup de frustration par rapport à son conjoint. Maintenant, elle me demande comment on fait pour se reconnecter. Alors, j'ai dit, la perspective que je vais vous proposer va vous surprendre. J'ai dit, il faut que vous attendiez à ça. Là. Maintenant, si vous voulez vous reconnecter à votre conjoint, il ne faut pas essayer de le changer lui, ça. Bien du monde qui dit ça, mais qu'est-ce qu'on fait quand le conjoint est irritant et on ne peut pas le changer? Alors, j'ai suggéré à la cliente, j'ai dit, le gros défi pour vous, comme pour tous les êtres humains, c'est comment faire un avec la réalité telle qu'elle est. Faire un, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Ça veut dire que on fait un, ça veut dire qu'on se met pas à part de ce qui se passe, mais c'est comme si notre être ne peut pas se séparer de tout ce qui se passe, même si c'est irritant. C'est comme si on fait un avec tout ce qui existe, que ce soit plaisant ou irritant. Et comment on réussit à faire ça? Alors là, évidemment, ceux et celles qui s'entraînent depuis le bas âge, mettons dans des communautés bouddhistes ou qui ont eu des parents bouddhistes, apprennent à faire ça. Puis ça devient comme une seconde nature de faire un avec tout ce qui se passe, que ce soit plaisant ou désagréable. Alors, mais nous, dans nos sociétés, on n'a jamais appris ça. Alors, c'est pour ça qu'on arrive dans des impasses comme ce couple-là, dans nos vies de couple, parce qu'on ne connaît pas ça. On dit, comment ça se fait que ça ne marche pas? Parce qu'on pense que l'amour, c'est quelque chose qui obéit à des lois, à toutes sortes de contextes, et puis on n'a aucun contrôle là-dessus, puis à un moment donné, on se perd de vue. On devient 2 étrangers, puis même 2 étrangers qui sont frustrés l'un par rapport à l'autre.
Alors, parce qu'on n'est pas entraîné à faire un avec l'autre. Alors, du point de vue de la conscience, du point de vue de l'océan, c'est infini, puis ça inclut tout. Ça inclut, imaginons qu'il y a juste de l'océan, ça inclut tout ce qui existe. Alors, du point de vue de la conscience, il n'y a rien d'étranger. On fait tous partie du même être. Alors, ça veut dire que, et ça, c'est ça ce que j'ai essayé j'ai fait une démarche à cette conjointe-là pour essayer de lui faire comprendre ça. Alors, je lui ai dit, toi, dans ton existence, si tu veux faire un avec le côté négligent, mettons, du conjoint, il faut que tu essaies de découvrir dans ta propre existence à toi, est-ce que la négligence existe? Si tu penses qu'elle n'existe pas, c'est parce que tu refoules puis tu refuses de voir une réalité. Parce qu'il n'y a rien d'étranger dans l'existence humaine qui peut être étranger à nous-mêmes. L'existence humaine, c'est l'existence humaine. Alors je lui dis, essaye de retrouver, c'est ce que je suivais une suggestion de Bouddha. Et je dis, essaye de regarder, est-ce que la négligence fait partie de ton existence? Je dis, peut-être que ça ne fait pas partie de ton existence par rapport au linge à plier, mais regarde dans d'autres domaines de ta vie si la négligence n'existe pas. Si tu n'es pas débonnaire ou nonchalant vis-à-vis certains côtés de l'existence. Alors, tu peux aller regarder du côté, par exemple, est-ce que sur le plan de l'écologie, tu es quelqu'un qui n'est pas négligente à certains moments, comme par exemple, comme classer les ordures, ce qui est compostable, ce qui est récupérable, est-ce que tu es négligente là-dedans? Est-ce que tu peux être négligente dans certains aspects de ton travail par rapport à nourrir tes amitiés ou à maintenir des liens familiaux? Regarde n'importe où dans ta vie, à n'importe quel âge, dans n'importe quel secteur de ton existence. Et puis, tu vas découvrir que la négligence est présente aussi dans ton existence. Et une fois que tu prends avec ta conscience, tu prends conscience que, la négligence que je vois chez mon conjoint, elle fait aussi partie de mon existence. Alors moi, je ne peux pas juste me séparer de mon conjoint, le pointer du doigt et lui demander de changer. On est les deux dans l'existence et puis on a les deux, comme tous les êtres humains d'ailleurs, on a à composer avec notre négligence. Alors, est-ce que le fait que tu as de la négligence dans ton existence, ça fait de toi quelqu'un de méprisable, quelqu'un qui n'est pas aimable, qui n'est pas valable? Tu vas t'apercevoir que non, ça fait partie de l'existence humaine. Et si on regarde n'importe quel aspect de l'existence humaine, il y a toujours une intention positive dans ce qu'on fait, même dans ce qu'on fait de mal. C'est qu'on veut survivre, on veut de la satisfaction, on veut que la vie soit plaisante, on cherche tout ça. Et la négligence de certaines tâches parce qu'on priorise d'autres choses de plus agréables. Les gens qui procrastinent le savent. Alors, on va toujours choisir quelque chose de plus agréable plutôt que de faire ce qui est désagréable. Alors, cet aspect-là de l'existence est présent dans ton existence. Là, la conjointe me dit, c'est vrai, j'y pense. Bon. J'ai dit maintenant, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas intégré dans ta vie la permission d'être négligente? Parce que ça fait partie de ton existence, ici et là. Mais là, dans la maison, il semble que tu ne donnes pas la permission ni à toi ni à personne d'être négligente. Qu'est-ce qui fait que ça te fâche tant? Puis là, je lui ai dit, essaye de voir l'histoire de la négligence dans ta vie. Va vérifier comment c'était. Tout part de notre enfance, puis de la manière que nos parents nous ont élevés. C'est pas de la faute des parents, c'est que tous les parents ont des patterns, ont des habitudes, ont des valeurs. Ils valorisent certaines choses, puis ils dévalorisent d'autres choses. C'est différent dans chaque famille, mais tout le monde est pareil. On valorise certaines choses, on dévalorise d'autres choses. Alors, elle regarde dans sa famille, puis elle dit, j'ai dit, comment c'était quand vous étiez jeune? Elle dit, je me rappelle.
Elle dit, nos parents nous montraient à être autonomes. Alors, eux autres, ils nous élevaient que quand ils demandaient de faire quelque chose, ils ne nous demandaient pas si on aimait ça ou on n'aimait pas ça. Ils nous obligeaient à le faire. Alors, ils ne tenaient pas compte de notre opinion, puis ils nous disaient, si tu veux être autonome dans la vie, il faut que tu fasses ça. Alors, on le faisait. On était obligé de le faire. C'était les valeurs qu'il y avait dans la famille. Si on ne faisait pas nos tâches ou ce que nos parents nous demandaient, bien là, on passait pour des paresseux et puis c'était pas permis de négliger rien parce que c'était pas valorisé. Alors, je dis, tu vois, où est-ce qu'est passé le côté débonnaire ou nonchalant ou négligent qu'on a dans la vie? Où est-ce qu'il est passé, toi? Ben, elle dit, t'as défendu. J'ai dit, c'est ça. Alors, tu l'as. C'est devenu un peu ton ombre, c'est devenu quelque chose qui était négatif dans ton expérience, parce que c'est comme ça que tu as été élevé. Alors, tu l'as mis dans le négatif. Si on veut, dans le bilan là, de ce qui est positif, ce qui est négatif, tu as envoyé le côté nonchalant dans ce qui est négatif. Donc, c'est quelque chose de mauvais, quelque chose qui n'est pas bon. Et quand on est enfant, on ne raisonne pas à savoir, y a-t-il des bonnes raisons de mettre ça dans le négatif? Non, quand on est enfant, on est impressionné par nos parents, puis on croit ce que nos parents nous disent. Alors, s'ils nous disent c'est négatif, on croit ça. On met ça dans le négatif. Et notre raisonnement, notre bon sens n'intervient pas beaucoup pour porter un jugement là-dessus. On n'est pas équipé pour ça. Le lobe frontal, il finit de former seulement à 28 ans. Alors, à 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, on n'est pas équipé pour contester nos parents d'aucune façon. Alors, c'est comme imprimé dans notre esprit. Alors, sans t'en apercevoir inconsciemment, tu transportes ça. Tu es tes parents, comme je dis souvent à mes clients, on ne s'en aperçoit pas, mais on est nos parents à 95 %. Non seulement ils nous ont élevés, mais on est leur gène. Alors, les cellules qui ont fabriqué les humains que nous sommes, ces cellules-là, comme plan d'architecte, il y avait la mémoire génétique de nos parents et des ancêtres de nos parents. Alors, les cellules n'avaient aucun autre modèle que les gènes de nos parents. Alors, ils ont fabriqué un modèle qui est le parent à 95 %, on va dire. En plus, nos parents nous ont élevés, alors on est 95, si c'est pas plus, nos parents. On n'a pas le choix. Il faut commencer quelque part dans la vie, puis on commence comme ça, il n'y a rien de mal là-dedans. Petite parenthèse, sauf que ce 95 %-là, si on développe notre conscience, on peut le réduire graduellement à 5 % de notre existence. Ça peut avoir de moins en moins d'importance. Mais pour la majorité du monde, qui ne développent pas leur conscience, ils demeurent tout le long de leur vie jusqu'à temps qu'ils meurent, à peu près 95 % de leurs parents. C'est comme ça. Il y a des petites différences, on ne reste pas dans la même maison, on n'a pas les mêmes voitures, on ne dépense pas l'argent de la même manière, mais fondamentalement, on ne sort pas tellement des patterns qui est génétiques et sociaux qui nous viennent de nos parents. Donc, je lui dis, tu vois la réaction que tu as par rapport à la nonchalance de ton conjoint, elle ne vient pas de ton conjoint, c'est pas ton conjoint qui rend ça négatif. Tu en as de la négligence toi aussi, mais pour toi, en tout cas dans le contexte familial, c'est négatif. Alors, tu en veux à ton conjoint. Alors, vois-tu, si tu te mets à prendre conscience que de vouloir changer ton conjoint ou de ne pas accepter la négligence de ton conjoint, ça t'empêche de faire un avec lui, tout simplement parce que le contexte de ton existence te fait croire qu'il fallait que ça soit négatif. Et tout ça est limitant. C'est comme ton petit aquarium, là, il va plus loin que ça. Dans ton aquarium, la négligence dans la maison, c'est négatif. Alors, si tu veux aller dans l'océan de ta conscience, tu vas faire un avec tout ce qui existe. Un peu, la conscience, c'est un peu comme l'espace dans une pièce. L'espace ne fait pas de discrimination en fonction d'objets ou de personnes qui sont importantes puis d'autres qui sont moins importantes. Tout ce qui existe dans une pièce
que ce soit de la matière, quelque chose de ridicule, un crayon, une poussière, a autant de droit d'exister dans l'espace que toi. Alors, l'espace permet à tout d'exister sans aucune discrimination. Et notre conscience est faite pour ça, faire un avec tout ce qui existe, que ce soit ridicule, insignifiant, négatif, déplaisant, faire un avec tout ce qui existe. Alors là, si ce cheminement-là que je vous propose, je dis ça à cette conjointe-là, vous amène à vous détendre un petit peu par rapport à la négligence de votre conjoint et à réaliser que vous n'arrivez pas à faire un avec ça par votre propre histoire, puis le développement de votre propre esprit qui vient d'un contexte limité. Alors, une fois que vous comprenez ça, puis que vous réalisez, c'est pas vraiment lui qui est fautif. Lui, puis sa négligence, comme tout ce qui existe, a le droit d'exister. C'est pas à vous à décider qu'est-ce qui a le droit d'exister et qu'est-ce qui n'a pas le droit d'exister. Ça, l'univers, il est fait, là. Nous autres, on arrive d'un univers qui est fait. On n'a pas la décision à prendre de ce qui a le droit d'exister dans l'univers et ce qui n'a pas le droit d'exister dans l'univers. Tout ce qui existe, y compris ce qui est irritant et insignifiant, a autant le droit d'exister. C'est pas à nous à décider ça c'est correct puis ça c'est pas correct. Ça c'est une espèce de dualisme qu'on a de se séparer du reste puis de dire moi j'ai le droit de dire ça a du bon sens puis ça ne l'a pas. Alors, une fois qu'on réalise ça, on se dit, wow, si je suis irrité par mon conjoint puis que je veux le changer, c'est parce que je n'ai pas conscience d'où ça vient, cette irritation-là. Mais si j'en prends conscience, et là, je réalise que ça vient de moi, ça vient pas de lui, alors là, je peux me détendre par rapport à ça. Il n'y a rien de méchant dans lui, là. C'est déplaisant pour vous, mais tout ce qui est déplaisant fait partie de l'existence. Alors, à un moment donné, c'est ça qu'on appelle lâcher prise. Vous lâchez prise par rapport à votre jugement sur laisser le panier de linge là. Vous vous détendez par rapport à que ça a le droit d'exister, la négligence de votre conjoint. Et puis là, vous le regardez faire, et puis vous vous dites, c'est déplaisant, mais ça a autant le droit d'exister que mes propres négligences dans ma vie, dans différents secteurs de ma vie. On est tout le monde, on est pris avec ça à certains moments. Lui, ça se produit devant le panier de linge sale. Par contre, ça ne se produit pas dans d'autres secteurs comme couper le gazon ou réparer des lumières ou des trous dans le mur ou je ne sais pas trop quoi. Alors, tout ça a le droit d'exister. Alors, une fois que vous vous détendez là-dessus, la détente, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la conscience, c'est la détente, c'est le lâcher-prise. On se détend, c'est ça qu'on appelle être zen. On se détend, puis on laisse ce qui existe exister tel quel, sans passer un petit jugement d'aquarium là-dessus, là. Et là, je lui ai dit, maintenant, ça ne veut pas dire qu'une fois que vous êtes détendu par rapport à ce comportement-là, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, à partir de cette détente-là, confronter votre conjoint, mais pas d'une façon irritée et fâchée en le blâmant. Vous acceptez que la négligence peut exister. Et vous lui donnez, vous l'autorisez à l'exercer, lui aussi, comme vous, dans différentes circonstances. Mais vous pouvez lui dire que les circonstances, il y a certaines circonstances dans lesquelles il exerce sa négligence, comme le panier. Vous pouvez lui dire que vous le confrontez, vous dites, tu as le droit. Mais vous pouvez dire, c'est arrivé le mois passé, c'est arrivé il y a 2 semaines, c'est arrivé la semaine passée, puis là, ça vient d'arriver encore. Tu as le droit. Je ne suis pas fâché, tu as le droit. Mais je te demande juste de tenir compte de ce que je viens de te dire.
OK, on vit ensemble, et puis moi, cette négligence-là, dans ce contexte-là, tu as le droit, puis, mais quand c'est répété comme ça revient souvent, ça fait que la vie est moins agréable pour moi. Alors, une façon de dire, une façon de faire, mais imaginez que un conjoint reste calme, comme ça, détendu, devant l'irritant que l'autre a par son comportement. Prends le temps de faire tout ce travail-là pour rester détendu par rapport à l'irritant et de confronter calmement le conjoint par rapport à ça. Là, on n'est plus dans une chicane typique de couple, où quelqu'un s'enrage après l'autre, le blâme, l'autre se défend, blâme l'autre en lui disant « t'es pas mieux, garde-toi », etc. Et là, chacun, au lieu d'être un, de faire un dans n'importe quel comportement, là, on s'imagine que nous, on n'est pas concernés, puis c'est juste l'autre qui est concerné, puis là, on devient comme deux boules de billard qui se cognent. Vous répétez ça pendant 5 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois dans la vie de couple. Au lieu de faire un avec les irritants, on se cogne. Ben, à un moment donné, il n'y a pas grand-chose de romantique là-dedans. Par contre, si on lâche prise, et puis qu'on est comme des plumes qui très détendues, qui interagissent, puis là, calmement, on suggère à l'autre un changement de comportement, l'autre ne se fâche pas, et si l'autre, le conjoint, est de bonne foi et est ouvert, bien, il devrait tenir compte de cette remarque-là. Si vous faites tout ce travail-là sur vous, et puis avec votre conscience, vous confrontez le conjoint ou la conjointe, et puis ça ne donne aucun résultat, il ne s'occupe pas de vous, bien, à la longue, là, il va falloir vous demander qu'est-ce que je gagne à vivre avec un conjoint qui écoute jamais, même si moi je fais un avec ses irritants, puis je lui demande d'en tenir compte pour que la vie soit agréable pour moi aussi, parce qu'un couple, c'est un peu ça, c'est que les deux sont 100% responsables de faire la niche agréable pour les deux. Alors, chacun contribue à faire la vie agréable pour les deux. Mais là, quand on signale avec beaucoup de détente au conjoint que, oups, il y a certains comportements qui ne rendent pas la vie agréable. Et si le conjoint ne fait aucun effort, bien, à un moment donné, il va falloir se demander, est-ce que j'ai une vie agréable avec lui ou avec elle? Puis si votre vie n'est pas agréable à cause un comportement de boule de billard, là, il n'y a rien qui vous oblige à rester là-dedans. Là, évidemment, vous allez dire, un peu pas, mais c'est des croyances qui font qu'il faut rester dans une situation pour le meilleur et pour le pire, et puis même si c'est très, très désagréable. À court terme, oui, il peut y avoir des épisodes très désagréables, on reste pareil. Mais si on voit qu'à long terme, il n'y a aucune contribution de la part d'un conjoint à une vie agréable, là, à ce moment-là, même si on est zen, puis on vit dans la conscience, on a à vivre une vie humaine pareille, puis on est tous bien, c'est bien mieux de vivre la vie humaine de la façon la plus agréable possible. Alors voilà, pour tout de suite, là, je vais terminer là-dessus. Et puis, pour vous laisser mariner là-dedans pendant un certain temps. Et puis, dans une prochaine vidéo, on va continuer de développer cette perspective-là. Et j'espère que vous allez être là à notre prochain rendez-vous. Au revoir.